Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Bienvenue chez les affreux Jojo de la galerie Daniel Maguen, où on tourne aujourd'hui avec un auteur qui s'adresse aux enfants et aux adultes qui ont le plaisir de conjuguer les réminiscences de leur enfance dans leur lecture. Clément, salut à toi. Bonjour. Bienvenue avec Thomas le magicien, dont on va parler dans quelques instants. Mais toi, d'où est-ce que tu viens? La bande dessinée, plutôt le dessin, l'illustration, ça a toujours été naturel? Pas du tout en fait. Moi j'étais graphiste avant et je ne me retrouvais absolument pas dans ce milieu. J'avais besoin de m'évader un petit peu, de raconter des histoires. Et j'ai décidé, il y a 3 ans à peu près, de me remettre à dessiner, comme je le faisais quand j'étais petit. Et puis j'ai commencé timidement dans mon coin, sans trop m'exposer. Et puis Internet, la magie d'Internet m'a permis de faire quelques rencontres. Et tout s'est décanté à partir de ce moment-là. Est-ce que tu te souviens d'un petit déclic? Je sais pas, d'une mauvaise journée ou d'une belle journée où tu t'es dit j'ai besoin de dessiner, de m'exprimer sur le papier? En fait, oui, j'ai dessiné beaucoup dans la jeunesse avant, mais c'était beaucoup dans des manuels de parascolaires, de choses comme ça, donc des livres de français, de mathématiques. J'ai éprouvé du plaisir à dessiner dans ces livres-là, mais il n'y avait rien de personnel. Donc le truc, c'est que à force de dessiner des choses qui me semblaient pas très intéressantes, j'avais envie de raconter réellement des histoires. Et le vrai déclic, en fait, ça a été sur le blog d'une illustratrice qui a lancé un concours autour du monde des sorcières. Et j'ai réalisé une chouette pour ce concours-là, avec un grand chapeau pointu, dans les clichés un petit peu. Et puis ça s'est lancé comme ça, en fait. Cette chouette a beaucoup plu. Je me suis dit, je vais en faire d'autres. Et puis la petite machine s'est mise en route tout doucement. Et j'ai appris petit à petit à me débloquer, à m'exprimer, à m'épanouir un petit peu plus, jusqu'à maintenant. Et tu as tout de suite compris, lorsque tu t'es remis à dessiner, que l'univers de la jeunesse, même si tu as fait des illustrations pour un collectif sur l'érotisme dans la bande dessinée, mais l'univers de la jeunesse, c'était un univers que tu pouvais conjuguer avec plaisir? Ah oui, complètement en fait. Moi petit, j'ai pas énormément de grands souvenirs en bande dessinée où moi c'est Maurice Sendak et Max et les Maxi Monstres. C'est un livre que je garde toujours comme livre de chevet, qui m'apporte beaucoup aujourd'hui, qui m'a apporté beaucoup quand j'étais gamin. Et puis ça a vraiment été, je pense, l'élément déclencheur. Je trouvais ça formidable en fait de pouvoir s'immerger dans un univers aussi complexe et en le faisant si simplement en apparence en fait. Parce qu'il n'y a rien de simple dans Max et les Maxi Monstres. Thomas le magicien, édition Seuil Jeunesse. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire déjà? Tu ne travailles pas seul sur cet ouvrage? Oui, non, je travaille avec Sébastien Pérez, qui est un grand auteur pour moi. Je trouve qu'il écrit très 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 bien. Et donc pour commencer, en fait, il m'a proposé cette histoire qu'on a enrichie ensemble par la suite. Et l'idée fondatrice, c'était de raconter l'histoire d'un petit garçon qui va inventer des choses, mais qui va s'avérer pas très doué pour ça. Et Sébastien a fait une galipette superbe, je trouve, en créant un personnage, donc le petit Thomas, qui a pour prénom en fait et pour nom de famille, c'est un homonyme de Thomas Edison en fait, le grand inventeur. Voilà. Et puis donc il va s'identifier complètement à Thomas Edison et il va vouloir un peu comme lui inventer des choses qui puissent être utiles aux gens et faire du bien aux autres. Mais encore une fois, les choses ne sont pas toujours ce qu'on attend. C'est un peu le principe de ce livre-là, c'est de dire qu'il a de la chance déjà, ce petit garçon, il sait ce qu'il veut. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans ce cas-là. Lui, il sait ce qu'il veut être, il veut être un inventeur.
Donc il va s'attacher à ça pendant une grande partie du livre et de son histoire. Mais il n'est vraiment pas doué du tout, et ça va être une vraie catastrophe. Une sorte de Gaston Lagaffe de l'invention. Un petit peu, oui. Oui. Ça va être une vraie catastrophe, et puis il va s'avérer, je ne vais pas raconter la fin, mais qu'il va trouver par le hasard et par le dépit un peu, parce qu'il est très triste quand il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à ses fins. Il va trouver quelque chose qui lui corresponde vraiment et qui va réellement faire du bien autour de lui et puis lui faire du bien simplement. Clément, merci à toi. Beaucoup de poésie dans cet ouvrage. Je le conseille vraiment vivement à nos téléspectateurs, qu'ils soient avec des enfants ou pas du tout, le plaisir de découvrir tes illustrations. Thomas le Magicien, édition Seuil Jeunesse. Maintenant, on va découvrir ou redécouvrir le travail de Johann Sfar sur son livre Gainsbourg, sur le film Gainsbourg et sur le livre qui a accompagné le tournage Au jour le jour, récit de Thomas Carré-Pierrat. Moi, quand j'ai rendez-vous, c'est avec des gonzesses. Ça me plaît. Ça se danse comment, la javanaise? J'ai voulu faire un film de rêverie triste où on montre le monde merveilleux de l'enfance et la lente descente vers le réel et sans doute que le film finit de manière pas très joyeuse. Le moment le plus toxique, ça a été l'écriture du scénario puisque j'étais en quelque sorte seul avec un Serge Gainsbourg que j'essayais de faire parler, sans limiter, sans tomber dans la singerie, mais essayer d'être juste. Moi, j'adore les héros qui vont jamais mieux, qui restent tout le temps les mêmes, qui sont tête dure, qui ne se résolvent à rien, et tout change sauf eux finalement. Et c'est vrai que derrière le film de Gainsbourg, pour moi, il y a un immense point d'interrogation, c'est de savoir si ma manière de travailler les images en dessin peut se transposer à une caméra, si ma manière d'écrire pour des dialogues lus n'est pas ridicule quand un comédien les dit, et j'adore ne pas avoir les réponses à ces questions. Ses envies, ses obsessions, on les retrouve dans ce livre hors champ. Une sélection de dessins issus des 40 carnets utilisés par Johann Sfar pour préparer son film. Des notes d'intention, des bribes de storyboard, des esquisses de scènes, comme une invitation à voyager dans l'univers du réalisateur. Et pour prolonger le plaisir, il y a Feuille de chou, le making-of du film en bande dessinée. Mathieu Sapin a vécu avec l'équipe de tournage pendant plusieurs mois. Il livre un récit inédit sur les coulisses du film. La présence de Mathieu, c'était quelque chose de très curieux parce qu'il a trouvé dès le début un mode d'écriture sous couvert de blagues et tout ça qui raconte finalement le temps d'un tournage, ce qu'aucun making-of vidéo donnera jamais. C'est intéressant de montrer le bateau pirate qu'il y a derrière. Et moi, je sais qu'avant de faire mon film, si j'avais pu disposer d'un document comme le livre de Mathieu, soit je me serais dit c'est un cauchemar, j'irai jamais, soit ça aurait dédramatisé, mais en tout cas, j'aurais eu mieux que dans n'importe quel bouquin de cinéma une explication de ce que c'est que le quotidien d'un tournage. La différence avec quand je suis à ma table et dessin, où je suis à mon propre rythme, là j'étais obligé de prendre en compte la vitesse. Il se passe 1000 choses à la minute, donc je prenais surtout des notes très rapides, illisibles, et beaucoup de photos numériques, et puis des bouts de dessin, et après je recomposais tout ça dans mon atelier. J'aime bien l'idée que ce livre raconte une histoire, sauf que c'est basé sur des faits réels, comme on dit. Il a fallu que je lise le bouquin de Mathieu pour m'apercevoir à quel point les blagues que je fais à longueur de journée sont pas drôles. Ah mais sans rire, j'en ai noté quelques-unes. C'est d'une violence et un assassin, parce que tu dis ça, tu dis mais attends, mais en fait j'ai jamais fait une blague drôle en 4 mois de tournage. Même la blague sur les croissants, vous la connaissez? Ah franchement Ma merde, j'ai dit la réponse. Vous savez ce que c'est ça? C'est un croissant. Et la suite? C'est un croissant au jambon. T'imagines les mecs, 5 mois de préparation, 4 mois de tournage, ils m'ont supporté. Est-ce qu'il y a des croissants? Mon amour, va au piano et écris-moi la plus belle chanson d'amour. Un film, 2 livres, autant d'occasions de plonger et de replonger dans le mythe Gainsbourg. En attendant le retour de Johann Sfar dans les salles obscures, ce sera au mois de juin avec l'adaptation de sa série à succès, Le Chat du Rabbin. De retour ici à la galerie Daniel Maguen, on va complètement changer d'univers une nouvelle fois. On va parler bande dessinée, blog et bande dessinée
naturel. Voilà, après le blog, la BD vient quand ça marche. Madeleine, bonjour. Bonjour. Les Madeleines de Maddy, tout est dans le titre. À la fois, ça sent l'autobiographie. À l'autofiction. L'autofiction. Ouais. Ah, je connaissais pas l'autofiction. Oui, c'est très fictionnel quand même. D'accord, Voilà. donc on va le raconter. Tu racontes en fiction ton quotidien. Oui. C'est parti d'un blog de bande dessinée. Oui. Mais l'étincelle, pourquoi tu t'es mis tout d'un coup à faire un blog? C'est le blog un peu du trentenaire, comme on dit, qui a besoin de se chercher un chemin particulier. Oui, c'est une impulsion suite à une longue réflexion par rapport à mon vécu professionnel. Voilà, où j'avais l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond et qu'il me fallait un nouveau terrain d'expérimentation. Et donc, à cette époque, mon compagnon m'a dit, écoute, t'as qu'à faire un blog. J'ai dit, un blog, genre tout le monde fait un blog, je vais pas faire un blog. Je me suis dit, bah ok, et je fais un blog. Donc, j'ai fait un blog. Donc, j'ai posté mes premières notes et puis je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Je me suis aperçue 2 mois après que quelques personnes avaient réagi. Je me suis dit, bon allez, tu vas pas laisser tomber maintenant. J'ai reposté et ça a pris comme de mayonnaise, comme on dit. Dès le départ, tu t'es dit, il y a des aspects de ma vie ou de mon quotidien dont je vais absolument pas parler sur le blog. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. J'ai pas envie. J'ai envie de donner du plaisir aux gens. J'ai pas envie de les mettre mal à l'aise, par exemple. Je me dis, la vie est assez chiante comme ça, sous bien des aspects, pour qu'en plus, quand ils viennent sur mon blog, je leur mette quelque chose dans la figure dont ils n'ont pas envie. Donc oui, c'est une politique éditoriale. Voilà, c'est aussi. Et tu as eu des semaines, j'imagine, sur une année compliquées, où tout est difficile, et là aussi, il faut poster quand même quelque chose sur le blog. C'est pas forcément évident. Oui, mais comme justement, moi j'essaie de communiquer par l'humour, on peut vite, retourner une situation et la rendre drôle. Aussi tragique, pénible ou énervante soit-elle. Voilà. Justement, ça permet de rebondir. Ce blog, qu'est-ce qui t'apporte personnellement? Moi, il m'a renouvelé artistiquement. Alors c'est peut-être un peu pompeux, mais il m'a apporté une bouffée d'air frais au niveau du dessin. Et d'ailleurs, graphiquement, ça évolue, ça se voit dans le livre. Et j'ai voulu garder cet aspect-là d'évolution graphique et temporelle. Je pense que c'est intéressant de voir comment l'auteur peut justement affirmer son style. Ensuite, je voulais exploiter la narration. Alors un blog, c'est pas un grand récit comme peut y avoir dans certaines BD, mais il y a quand même un exercice de mise en scène, de narration, et c'est ce que je voulais expérimenter. Le blog était parfait pour ça. Exactly like you. Jamais tu aurais pu imaginer que ça sorte en bande dessinée, justement? Je voulais faire de la BD. C'est vrai, ouais. C'est pour ça que j'ai envoyé le lien du blog à David Chauvel. Chez Delcourt. Ouais. Voilà, chez Delcourt. Et en fait, je ne savais pas quelle réaction il allait avoir. On s'était rencontrés, on s'était bien entendu au cours d'un salon du livre ou quelque chose comme ça, où tout le monde a une coupe de champagne à la main. Donc, tout le monde s'entend bien. Voilà, exactement. Et en fait, sa première réaction a été « Bonjour, j'aime bien. Est-ce que tu veux qu'on sorte ton blog, est-ce que tu veux qu'on sorte ton blog en bande dessinée directement, quoi. » Et alors là, je dis bah, ok. Voilà, tout bêtement. La bande dessinée donc sort. La suite, elle s'écrit comment maintenant pour toi? Tu continues le blog ou tu écris directement pour la bande dessinée? Non, là je continue le blog, quoi qu'il en soit. Pendant que je faisais l'album, il avait sa vie propre avec de nouvelles notes. Pour l'album de chez Delcourt, j'ai fait des pages en plus et puis j'en ai refait certaines. Il y a eu quand même, pas mal de travail, de redécoupage, de réécriture, et puis bon... S'adapter au format. Oui, voilà, exactement. Et puis quelques bonus, histoire que quand même les gens qui achètent le livre aient un bonus. Et puis moi, j'avais envie de rajouter des choses peut-être qui expliquent ma démarche, justement. Ce que je suis en train de faire ici, quoi. Et c'est parfait, j'ai 2 questions, parce qu'on lit les bandes dessinées, évidemment, deux questions pièges, mais je pense que tu vas y répondre facilement. Est-ce que tu ressembles toujours aux femmes de Rubens? Alors, voilà. Suis-je une femme de Rubens? Je crois que j'ai encore du chemin à faire. Bon, ça va, tu t'en es remis de cette phrase
parfois difficile à accepter en tant Oui, que femme. mais c'était pas à moi que ça s'adressait. D'accord, ça va. C'est une amie qui avait pris quelques kilos. Voilà, donc là justement on est dans la fiction. Et qui a fasciné Mary Stuart? Qui a fait assassiner, c'est Elisabeth Ier. Ah bah voilà, moi j'essaie d'avoir quelques questions pièges. Depuis j'ai regardé les Tudors, alors je suis encore plus au courant. Voilà, donc t'es calé parfaitement. Madeleine, merci à toi. Merci à toi. Madeleine de Madi aux éditions Delcourt. On va découvrir ça et le blog continue, évidemment. Oui. L'adresse du blog? C'est lesmadeleinesdemadi.com. Voilà, tu t'es pas foulé, t'as raison, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, Overblog m'a proposé, sinon je dis oui. Moi aussi, pour un monde de bulles, c'est ce qu'il y a de plus simple. On va continuer nos aventures et vous allez le voir, on change une nouvelle fois complètement d'univers. Nous sommes allés au Grand Palais pour une des plus belles expositions de l'année 2010, c'est l'expo Turner. Et pour poser un regard sur le travail exceptionnel de Turner, on a demandé à Florence Magnin. Florence est exposée à la galerie Daniel Maguen. Elle a sorti plusieurs ouvrages aussi d'illustrations. Elle nous dit ce qu'elle pense de Turner et comment elle voit ce peintre immense aussi par rapport à elle, à son travail d'illustratrice. C'est parti. Cette toile, je l'avais vue en reproduction et puis, c'est vrai qu'elle correspond au style impressionniste, un peu abstrait de Turner, mais c'est pas celle-là qui m'avait le plus accroché. Puis alors, en visitant l'expo, en voyant l'original, t'es vraiment... t'es collé, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a un mouvement, en plus il y a aussi une recherche sur la lumière, mais ça c'est ce qu'il a fait toute sa vie, la recherche sur la lumière. Mais là c'est vraiment extraordinaire, c'est la suggestion vraiment à un point extrême. On a vraiment l'impression d'y être, c'est l'impressionniste avant la lettre, mais là totalement déchaîné, comme souvent d'ailleurs chez lui, parce que dans beaucoup de ses toiles, c'est un peu des films catastrophes assez souvent. Hein. C'est l'avalanche, le déluge, le naufrage. Là c'est la chute de neige, mais en même temps c'est une tempête déchaînée, c'est en mer évidemment. Alors ça rend vraiment l'impression, et ce qui est fabuleux, c'est les moyens qu'il a employés pour y arriver. Déjà le nombre de couleurs, parce que bon, c'est vrai que sur les reproductions, ça peut paraître à la limite un peu terne, et quand on voit l'original, c'est au contraire extrêmement lumineux, et il y a une quantité de couleurs incroyable. Et cette espèce de, on dirait presque une tornade qui démarre dans les bruns et qui va jusqu'au jaune clair. En fait, c'est le bateau, d'après ce que j'ai lu à côté, c'est le bateau qui envoie des signaux pour se repérer, j'imagine, à travers la tempête. Mais ça fait un effet un peu de tornade qui ajoute encore à ce maelstrom quand même d'éléments déchaînés. Et là, c'est le blanc par petites touches, ici, qui n'a pas vraiment de raison d'être en fait, hein, qui est posé comme ça. Vous voyez, il y a même un peu d'épaisseur, c'est vraiment posé peut-être à la pointe du couteau, j'imagine. Là aussi, il y a des choses assez épaisses qui viennent en surimpression. Et ça prend, dès que l'instant on recule un petit peu, ça prend une cohérence, ça devient vraiment la lumière là qui fait, c'est magique. Les vagues aussi, le mouvement de l'eau avec des bleus très très délicats, très doux, des verts un peu émeraude, et puis là du roux. Du roux, chose qu'on mettrait pas forcément dans l'eau, quoi. Je veux dire, moi, si on me demande de faire une marine, bêtement, je vais partir sur des bleus, des verts, d'accord. Mais là, il y a du roux, il y a du marron très sombre. Il y a des teintes vraiment inattendues, on va dire. Et ça devient non seulement cohérent, mais en plus, c'est ça qui donne sa vie, son intensité au tableau, quoi. Et là, on a évidemment la silhouette du bateau qui est complètement à moitié chaviré et un peu de bleu quand même. Il y a une petite éclaircie dans le ciel. Alors ça, c'est vraiment une de ses plus belles toiles, je trouve, dans le côté dramatique. Il en a fait quand même beaucoup, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire. On va conclure cette émission avec Catel et Philippe Paringot. Vous allez bien? Oui, merci. Dolor aux éditions Casterman. C'est à la fois de la nostalgie, des blessures qu'il faut redécouvrir, refermer. C'est beaucoup de destins brisés. Déjà, tous les deux, c'est la première fois que vous travaillez ensemble. C'est notre première œuvre commune, oui. Et la dernière, j'espère, d'ailleurs. C'est ce que je voulais te demander, Philippe. Oui, mais ça s'est mal passé, on peut le dire. Oui, très mal. 2 ans de boulot. Je n'avais pas du tout été habitué à
Quand elle m'a dit, je vais faire de toi un professionnel de la bande dessinée, j'ai dit, c'est quoi exactement? Ouais. Elle m'a dit, c'est des gens qui travaillent, Ah. qui se contentent pas de remettre un texte à quelqu'un, qui le met en image de son côté pendant 1 an, mais qui fait un suivi. Mais si je comprends, tu t'es exécuté, tu as écouté Catel quand même. Oui, je me suis exécuté, j'ai fait des très beaux textes, qui étaient toujours trop longs, donc je les ai coupés jusqu'à ce qu'elle me dise à la fin, c'est trop court. Il faut en remettre un petit peu. Bah, Mais quand moi, tu j'avais bosses oublié, avec Jacques de évidemment. Boustal, il y a plus de place souvent pour les textes. J'ai alors Jacques me laisse toute la place, Voilà. il adapte son dessin C'est là où t'as comme du regretté texte. Jacques quand même. Ouais, Donc ouais. j'ai été mal habitué, disons. Catel, c'est le dessin qui est important, le texte c'est du gris qui... C'est juste qu'on rajoute. Voilà, c'est un Ah. petit... Ça remplit. Un truc dont... Ça remplit. On pouvait s'en passer même, On ça a de la serait, place, ça serait on bien. le met. Ouais, Bon, ouais. l'histoire. Tu as compris que c'était une histoire humoristique, donc. Oui, on voilà, l'explique. c'est un peu les femmes en blanc version Casterman pour tous les deux. Voilà, c'est très gai, très... Alors, mais l'idée- Dolores, destin brisé, hein, on peut le dire, quand même. Oui, oui, le dessin de Dolores, qui est le prénom donc de l'héroïne, il faut quand même le dire. Jeune femme de 38 ans. Jeune femme libre, décontractée, mais qui a au fond d'elle une blessure Qui ne s'est jamais refermée. qui ne s'est jamais refermée, qui va justement se rouvrir dans des circonstances très bizarres à l'occasion de l'enterrement de son père, qu'elle n'a pas revu depuis 30 ans, plus de 30 ans. Et ce jour-là, quelqu'un va lui remettre un paquet de documents, de photos notamment, qui vont être des photos normales de famille, d'elle avec son père, etc. Et puis une photo qui va l'intriguer, ou 1 ou 2 photos qui vont l'intriguer, qui vont notamment une photo d'une comédienne qui s'appelait Mireille Balin, qui était une grande vedette du cinéma français des années 30, et qui n'a rien à faire là, a priori, rien. Il n'y a aucun lien avec son père, aucun... Et donc, intriguée par ça, elle va se pliquer au jeu et petit à petit partir, l'histoire classique, enquêter sur son père et sur elle-même, donc en même temps. Voilà. Sur ses chemins personnels. Quand elle me l'a dit, c'est ton histoire que tu as racontée dans ce livre. Alors je lui ai dit non, parce que c'est une fille, moi je suis un garçon. Elle m'a dit oui, mais ça c'est un peu transparent comme, C'est comme le miroir, déguisement. évidemment. Catel, dès le départ, ce genre de scénario de destin brisé, ça t'a beaucoup plu? Mais au départ, déjà, c'était pas évident de nous associer. On s'est tout de suite bien entendu quand on s'est rencontrés, mais autant il faisait des histoires noires, autant moi j'étais dans des choses plus légères, et c'était absolument pas une évidence de nous associer. Et en même temps, on sentait qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Et, oui, et Philippe est venu vers moi avec un scénario assez dur, et puis petit à petit, on est arrivé à l'ajuster. Il l'a vraiment écrit en couturier sur mesure pour que ça me corresponde. Et alors, il s'est servi de son histoire personnelle, en même temps, il a ajouté un destin d'une histoire d'une femme fatale qui est connue dans l'histoire. Et moi, j'aime assez ces choses, enfin, c'est de reparler de destin oublié. Donc, il est vraiment arrivé à me faire ce scénario en utilisant les 2 parties de sa vie, de la fiction, de la vie réelle de cette femme, et puis voilà. Et puis sous forme de bulles, justement, ce qu'il racontait, pas du texte illustré, mais une vraie bande dessinée vivante avec des bulles, et aussi des passages très écrits, comme il sait très bien le faire, sur cette histoire tragique réelle. Dolores, cette femme de 38 ans, elle va justement partir sur ce chemin, elle va essayer de se découvrir elle-même, découvrir ce forme de famille dont elle n'a pas connaissance. Lorsqu'on est justement comme toi, dessinatrice sur cette histoire, est-ce que forcément, à un moment, il y a une sorte de jeu de miroir où on met un peu de sa vie aussi, de son destin personnel? Est-ce que toi, Catel, tu t'es dit, je me reconnais un petit peu dans les blessures qu'elle peut avoir? C'est toujours le coup de Madame Bovary, c'est moi. Mais oui, forcément, on se projette un petit peu dans des comportements, dans des façons d'être. Ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle, alors j'avais quand même cette distance. Peut-être que Philippe était finalement plus proche du personnage principal, mais comme c'est une femme, elle est aussi proche de moi, et forcément on y mettait l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à y mettre l'un et l'autre, chacun de soi, à peu près au même pourcentage, je dirais. Ce qui m'a étonné, c'est que la plupart du livre se déroule dans le sud de la France, sous ce soleil magnifique du sud de la France. Et pourtant, on le disait, l'histoire est sombre. C'est-à-dire que toi, tu as dû jouer sur le dessin, à la fois dans ce milieu où on aimerait être tous les jours, il fait beau, c'est agréable, la vie est belle, et pourtant, la vie est très compliquée et difficile. Et ce destin brisé, ce destin en devenir, elle doit découvrir d'où elle vient, qui elle est,
eh ben, il faut le faire vivre dans ce milieu-là. Comment tu as travaillé justement là-dessus? Mais justement, très en c'est opposition. très important ce que tu dis parce que c'était juste que je voulais justement pas tomber dans le cliché de comme c'est une histoire noire, on va faire ça sous la pluie dans le cimetière de Saint-Ouen à Paris. Pas uniquement, il y a un peu de ça, mais très peu finalement en proportion. Et un peu à l'image de l'histoire de Mireille Balin, qui était aussi une star qui vivait au soleil, qui était extrêmement lumineuse, qui a disparu subitement, et voilà, qui a eu un destin très noir dans cet univers extrêmement lumineux. Et Dolores aussi, je trouvais ça intéressant qu'elle évolue dans quelque chose qui soit l'inverse de ce qu'on pense qu'elle puisse vivre, c'est-à-dire dans cet univers lumineux aussi, où tout lui réussit plutôt bien dans la vie. Elle part dans le sud, il fait chaud, il fait beau, ça pourrait être des super vacances, et elle est en train de découvrir l'horreur de sa vie, d'un abandon, voilà. Et voilà, de décaler en fait le graphisme et l'univers pour partir dans cette chose assez sombre. Comment tu as créé ce personnage? Alors, ce qui est très étonnant aussi dans la vie de Dolores, c'est que c'est une femme qui pourrait être entourée, choyée, elle pourrait avoir de l'amour, et elle met en permanence une sorte de distance par rapport aux gens qui sont autour d'elle. On a l'impression qu'elle affectionne cette solitude du quotidien. Comment toi tu crées un personnage comme ça? Est-ce que je sais pas, tu y a quelque chose de particulier? Bah, je la regarde. Hein. Elle est comme... Moi qui suis très terrible, oui. Vous n'êtes pas entendu là-dessus. Hein. Oh, ça aime beaucoup. Et non, mais c'est lui, c'est elle, Dolores. Donc c'est tout à fait ça. Oui. Ta solitude. Elle m'a changé physiquement. Physiquement, elle m'a changé un peu, comme tu as remarqué. Mais moi, je trouve que je suis moins bien d'ailleurs. Ça, c'est un autre truc. Mais tous les deux, vous avez quand même, alors je ne sais pas si on va parler de métier, mais de passion de solitaire, que ce soit l'écriture ou la bande dessinée. On est seul à un moment, de toute façon. Oui, on se retrouve. Il y a un côté isolement dans ce qu'on fait, l'un et l'autre. Et puis lui, il va beaucoup plus loin que moi là-dedans. Il habite quand même sur une île. Il est assez seul toute l'année. Alors après, il vient dans le monde. Il connaît un tas de monde. Et Margot, c'est un peu Shutter Island à lui seul. Voilà. Hein. J'espère que la fin sera différente. Mais je voulais revenir sur l'histoire du soleil. C'est vrai que ça se passe. Donc il y a ce contraste entre l'histoire noire et un univers, un environnement hyper lumineux. Mais ça, c'est de toute façon dicté par la réalité. Et j'en repars, je ne devrais pas, mais l'épisode de la vie de Mireille Balin, qui est l'épisode clé de toute cette histoire, s'est déroulé là, à Beau-Soleil, dans cette région. Donc on ne pouvait pas situer ça dans les corons du Nord, comme j'aurais bien aimé, ou machin, ou dans le port de Hambourg, sous la brume. Ouais. C'était là, ça s'est passé là, au soleil. Donc, et en même temps, ça rend l'histoire, effectivement, encore plus, peut-être, je sais pas, c'est la misère au soleil, est-ce que c'est mieux, ou le malheur au soleil, en l'occurrence, ou le drame au soleil, et qu'a-t-elle s'y régalée, parce que c'est une région qu'elle connaît très bien, moi pas du tout. Donc elle est allée faire ses petits repérages avec son petit crayon, son petit machin, et elle a fait du bon travail. Enfin, je crois que c'est ressemblant, moi je suis jamais allé là-bas, mais ça a l'air d'être pas mal comme ça. Ça te fait peur, la lumière? Oh, j'irai plus là-bas, j'irai pas là-bas. Non, mais c'est vrai que ce drame-là, qui est le nœud de tout, sous les palmiers, sous un ciel bleu, avec des yachts qui se baladent et tout, scénaristiquement, évidemment, ça fait un contraste intéressant. Moi, j'aurais eu tendance, s'il n'y avait pas eu ce fait réel qui s'est passé là, j'aurais situé ça, j'aurais été pléonasmique, je veux dire, j'aurais situé ça dans un environnement bien noirâtre, où le soleil n'apparaissait même pas, ou nocturne. Et c'est là que à la fois l'histoire et la lumière que Catel peut apporter dans son dessin, et dans son cœur, partout, dans son esprit, a donné à cette histoire une tonalité un petit peu moins sinistre que si je l'avais faite moi-même, tout seul. Merci à vous deux. On vous retrouve avec Dolores aux éditions Casterman. Les quelques rendez-vous incontournables pour ceux qui aiment la bande dessinée, c'est unmondedebulle.com, le site de l'émission, et tous les jeudis matins, la chronique Coup de cœur dans le quotidien gratuit Métro. Ciao et à la semaine prochaine.